Eugène Delacroix fit 2 pas en arrière, selon son habitude, en clignant des yeux. Cela est parfaitement vrai, dit-il. Voilà un ton, par exemple, et il montrait du doigt le ton gris et sale du pavé. Eh bien, si l'on disait à Paul Véronèse, peignez-moi une belle femme blonde dont la chair soit de ce ton-là, il la peindrait, et la femme serait une blonde dans son tableau. À propos de couleurs pauvres, il ne faut pas, à mon sens, considérer les couleurs d'un tableau en elles-mêmes. Une couleur pauvre peut très bien exprimer le vert très tendre et frais d'une prairie ou d'un champ de blé, quand par exemple elle est soutenue par un brun rouge, un bleu sombre ou un vert olive. Je ne renonce pas à croire que Debord, qui a baptisé certaines couleurs Snotk, Lurt-Jess, enfant pauvre, mal bouché, ne contredirait pas dans le fond ce qui précède, car je l'ai entendu dire un jour que dans certains tableaux de Corot, dans les ciels du soir par exemple, il y avait des tons qui étaient très lumineux sur le tableau et qui, considérés en eux-mêmes, sont des tons grisâtres relativement sombres. On t'écrira bientôt de la maison pour te remercier de ta lettre. Mais pour en revenir encore à cette question que l'on pourrait, avec une sale petite couleur comme le gris, des pavés, peindre un ciel au crépuscule ou une femme blonde, quand on l'approfondit, on voit qu'elle se dédouble. Car d'abord il y a ceci, une couleur sombre peut paraître ou plutôt faire clair, ceci au fond, et encore plus une question de ton. Mais alors, pour ce qui est de la couleur proprement dite, un rouge-gris relativement peu rouge paraîtra plus ou moins rouge selon les couleurs qui voisineront. Ainsi du bleu et ainsi du jaune, il suffit de mettre un tout petit peu de jaune dans une couleur pour la faire devenir très jaune. Quand on met cette couleur dans ou à côté d'un violet ou d'un lilas, je me souviens comment quelqu'un s'efforçait de rendre un toit rouge sur lequel donner la lumière au moyen de vermillon et de jaune chrome, etc. Ça ne marchait pas. Jacques Maris l'a fait dans plus d'une aquarelle, en glaçant légèrement avec de l'ocre rouge une couleur qui était rougeâtre. Et cela rendait parfaitement la lumière du soleil sur les toits rouges. Si j'en ai le temps, je te transcrirai encore un passage du bouquin de De sur Delacroix traitant des lois auxquelles les couleurs sont toujours assujetties. J'ai pensé plus d'une fois que lorsqu'on parle de la couleur, on veut dire en réalité le ton. Et peut-être y a-t-il actuellement plus de tonalistes que de coloristes. Ce n'est pas la même chose, quoique cela puisse très bien aller de pair. Lettre 370. J'ai lu avec beaucoup de plaisir les maîtres d'autrefois de Fromentin. J'ai trouvé traiter dans ce livre à divers endroits les mêmes questions qui me préoccupaient beaucoup ces temps derniers et auxquelles je songe continuellement, justement depuis la fin de mon séjour à La Haye, où j'ai entendu répéter ce qu'Israël avait dit sur le fait de commencer dans une tonalité mineure et de chercher à donner déjà une valeur claire au moyen des tons encore relativement sombres, d'exprimer enfin la lumière par opposition à l'obscurité. Je sais déjà tout ce que tu penses du trop noir, mais cependant je ne suis pas encore absolument convaincu, pour ne citer qu'un seul exemple, qu'un ciel gris doit toujours être peint dans le ton local, mais ce que fait Mauve, mais Ruisdael ne le fait pas, Dupré ne le fait pas, Corot et Daubigny, point d'interrogation. Ainsi, comme il en est du paysage, il en est de la figure. J'entends qu'Israël peint tout autrement un mur blanc que Regnault ou Fortuny, et par conséquent la figure fait par rapport à ce mur un tout autre effet. Pour moi, quand j'entends parler d'un tas de noms nouveaux, je ne saisis pas toujours, si je n'ai absolument rien vu d'eux. D'après ce que tu m'as dit au sujet de l'impressionnisme, j'ai bien compris que c'était autre chose que ce que je croyais, mais ce que l'on doit entendre par là, ça n'est pas encore clair pour moi. Pour ma part, je trouve chez Israël, par exemple, tant et tant que j'ai une curiosité ou un attrait très faible pour quelque chose d'autre ou de neuf. Depuis longtemps déjà, Théo, je suis mécontent que certains peintres actuels nous privent du bistre et du bitume, avec quoi on a peint tant de choses magnifiques, et bien employées, des filles bien employées, bien le coloris de la saveur, de la richesse, de la générosité, tout en étant si distinguées, qui possèdent des propriétés on ne peut plus remarquables et spécifiques.
Ils exigent aussi d'ailleurs qu'on se donne la peine d'apprendre à les employer, car on doit en user autrement qu'avec les couleurs ordinaires, et j'estime qu'il est fort probable que plus d'un est effrayé par les essais qu'il faut faire d'abord, et qui naturellement ne réussissent pas dès le premier jour où l'on commence à s'en servir. Il y a maintenant à peu près un an que je m'y suis mis, justement pour des intérieurs, mais au début cela m'a terriblement mal réussi, et malgré tout, j'ai conservé le souvenir de bien belles choses. Tu as mieux que moi l'occasion d'entendre parler de livres d'art. Quand tu rencontres de bons ouvrages, comme par exemple le livre de Fromentin sur les peintres hollandais, ou si tu te rappelles de l'un d'eux, n'oublie pas que je désire vivement que tu en achètes quelques-uns en déduction de ceux que tu as l'habitude de m'envoyer, pourvu qu'ils traitent de technique. J'ai l'intention d'apprendre sérieusement la théorie. Je ne considère pas cela du tout comme inutile, et je crois que souvent ce que l'on ne sent ou pressent instinctivement devient clair et certain quand on est guidé dans ses recherches par quelques textes ayant un réel sens pratique. Lorsque j'entends dire que dans la nature il n'y a pas de noir, je songe qu'en réalité le noir n'existe pas non plus, si l'on veut dans la couleur. Il ne faudrait surtout pas tomber dans l'erreur de croire que les coloristes n'emploient pas le noir, car il va de soi que dès que le noir entre en composition avec des éléments bleus, rouges ou jaunes, ceux-ci deviennent gris, soit ici rouge foncé, jaune, bleu, gris. Je trouve notamment on ne peut plus intéressant ce que Blanc, dans les artistes de mon temps, dit de la technique de Velázquez, dont les ombres et les demi-tons consistent la plupart du temps en gris froid et incolore, où le noir et un peu de blanc sont les éléments de base. Sur ce milieu neutre et incolore, le moindre petit nuage, par exemple, est déjà parlant. Lettre 371. Mon compte de couleurs est toutefois tel que je ne me le lance avec prudence dans de nouvelles choses de plus grand format, et d'autant plus que cela me coûtera davantage encore pour les modèles, pourvu que je puisse encore avoir des modèles convenant bien au type que j'ai en tête, des faces rudes, plates avec le front bas et de grosses lèvres, pas des traits accusés mais pleins et dans le genre de Millet, et vêtus comme je l'ai dans l'idée. Car tout se tient ici très exactement, et on n'a pas la liberté de s'écarter de la couleur du costume, puisque l'effet réside dans le rapprochement du ton indigo rompu et du ton cobalt rompu relevé par les éléments cachés orange et brun roux des blés. Cela pourrait être quelque chose qui exprime bien l'été. L'été, à mon avis, n'est pas facile à exprimer. La plupart du temps, un effet d'été est même souvent ou impossible ou laid. C'est du moins mon impression, et il y a par conséquent les crépuscules. Mais il faut dire qu'il n'est pas facile de trouver l'été, un effet de soleil qui soit aussi riche, aussi simple et aussi agréable à regarder que les effets caractéristiques des autres saisons. Le printemps, il y a le jeune blé vert tendre et les pommiers roses en fleurs. L'automne, il y a le contraste des feuilles jaunes avec les tons violets. L'hiver, il y a la neige et les petits personnages noirs. Donc, si l'été, il y a l'opposition des bleus avec un élément orange dans le bronze doré des blés, on pourrait justement faire de cette façon un tableau qui exprime bien l'atmosphère des saisons avec tous les contrastes des couleurs complémentaires, rouge et vert, bleu et orange, jaune et violet, blanc et noir. Lettre 372. Je n'ai pas pu donner à ma dernière lettre une autre forme, et sache qu'il me semble qu'il s'agit d'un différend inévitable entre toi et moi, plutôt que de quelque chose dont la faute nous incomberait uniquement à nous-mêmes. Tu dis qu'il y a bientôt une exposition de l'œuvre de Delacroix. Bien, tu y verras certainement un tableau, La Barricade, que je connais uniquement par des biographies de Delacroix, qui a été peint, je crois, en 1848. Tu connais en outre une lithographie par de Lémude, je crois. Si elle n'est pas de lui, elle est de Daumier. Elle représente aussi la barricade de 1848. Je voudrais que tu puisses t'imaginer que toi et moi, nous ayons vécu en cette année 1848, ou une période analogue, car lors du coup d'État de Napoléon, il y avait eu encore quelque chose de semblable. Je ne te dirai rien d'irritant, cela n'a d'ailleurs jamais été mon but. Je veux te faire comprendre dans quelle mesure l'écart qui s'est fait entre nous est en rapport avec les courants généraux qui se produisent dans le monde, et qu'ainsi cet écart est tout autre chose qu'une méchanceté délibérée. Suppose donc cette époque de 1848. Quels étaient ceux qui se trouvaient face à face, pour prendre comme type de tout le reste? Guizot, ministre de Louis-Philippe, d'une part, Michelet et Quinet avec les étudiantes
commence par Guizot et Louis-Philippe. Est-il mauvais ou tyrannique? Pas précisément, c'était des gens, d'après ce que je vois, comme par exemple le papa et grand-père, le vieux Goupil, des personnes enfin d'aspect extrêmement vénérable, grave et sérieux, mais qu'on ne les regarde un peu plus attentivement et de près, ils ont quelque chose de lugubre, d'inexpressif, de caduc, à tel point même qu'on en deviendrait malade. Est-ce que c'est exagéré? À part les différences de position, même esprit, même caractère, est-ce que je m'abuse? Prenons maintenant par exemple Quinet ou Michelet ou plus tard Victor Hugo. La différence entre eux et leurs adversaires était-elle si formidable? Oui, mais à voir les choses superficiellement, on ne l'aurait pas dit. Moi-même, j'ai dans le temps trouvé également bien un livre de Guizot et un livre de Michelet, mais dans mon cas, à mesure que j'ai été plus au fond, j'ai vu la différence et la contradiction, ce qui est plus. J'ai vu, enfin, que l'un tourne dans un cercle perpied et que de l'autre, au contraire, il demeure quelque chose d'infini. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, mais je tiens pour certain que si toi et moi nous avions vécu alors, toi tu te serais trouvé du côté de Guizot et moi du côté de Michelet, et en restant tous deux logiques avec nous-mêmes, nous aurions pu nous trouver avec une certaine tristesse face à face, comme des ennemis par exemple sur une de ces barricades. Toi devant, soldat du gouvernement, moi derrière, révolutionnaire ou rebelle. Et voici qu'aujourd'hui, en 1884, par hasard les chiffres sont exactement les mêmes mais intervertis, nous nous trouvons de nouveau face à face, encore qu'il n'y ait pas à vrai dire de barricade. Mais il y en a pour les esprits qui ne peuvent se mettre d'accord. Le moulin n'y est plus, mais le vent y est encore. Et nous nous trouvons, à mon avis, face à face, dans des camps différents. Il n'y a rien à y faire. Que tu le veuilles ou non, toi, tu dois continuer. Moi, je dois continuer. Et puisque nous sommes des frères, il ne faut pas que nous nous entretuions, au sens figuré. Quant à nous aider comme deux hommes qui se trouvent côte à côte dans le même camp, c'est impossible, car si nous devions chercher à nous rejoindre, nous risquerions de nous trouver sous le feu de l'autre. Les mots irritants qui me viennent sont des balles tirées, non pas sur toi, qui est mon frère, mais bien en général sur le parti dans lequel tu te trouves. Je ne crois pas non plus directement visé par les mots irritants qui viennent de toi, mais tu tires sur la barricade et tu crois par là avoir du mérite, et il se fait que moi je me trouve derrière elle. Songe donc un instant à tout ceci. Veux-tu, car je ne crois pas que tu puisses trouver beaucoup à y reprendre, je ne puis à parler autrement que je ne pense. C'est à peu de choses près de cette façon qu'il faut voir les choses. J'espère que tu saisiras ce que je veux dire au figuré. Ni toi ni moi ne nous occupons de politique, mais nous sommes sur la terre, dans le monde, et les hommes se groupent d'eux-mêmes par catégorie. Est-ce que les nuages en peuvent, après tout, appartenir à l'un ou l'autre amas d'orage? S'ils sont porteurs d'électricité positive ou négative, il est bien vrai que les hommes ne sont pas des nuages. En tant qu'individus, on fait partie d'un tout qui constitue l'humanité. Dans cette humanité, il y a des parties. Jusqu'à quel point est-ce la volonté propre? Jusqu'à quel point la fatalité des circonstances qui fait que l'on appartient à l'un ou à l'autre, partie opposée? Enfin, on était alors en 48, nous sommes aujourd'hui en 84. Le moulin n'y est plus, le vent y est encore. Tâche toutefois de savoir pour toi-même de quel côté tu te trouves réellement, comme j'essaie de le savoir pour moi-même. Lettre 366. Les jeunes de maintenant ne veulent pas entendre parler de moi. Très bien, cela ne me touche pas. Et en tant qu'homme et en tant que peintre, la génération des environs de 48 n'est plus chère, mais plus chère que celle de 84. Mais en ce qui concerne 48, non pas les Guizot, mais les révolutionnaires, Michelet est aussi les peintres paysans de Barbizon. Lettre 380. Rappart est encore toujours ici, et il y restera encore bien une semaine, car le travail lui réussit à merveille. Il fait les fileuses et différentes études de tête. Il a déjà fait une dizaine d'études que je trouve toutes belles. Nous avons beaucoup parlé de l'impressionnisme. Je crois que c'est là-dedans que tu rangerais son travail. Mais ici en Hollande, il est difficile de comprendre ce que l'impressionnisme veut dire en réalité. Mais cela nous intéresse beaucoup, et moi, et lui aussi, de savoir ce que représente la tendance actuelle. Il est certain que des conceptions nouvelles imprévues sont en train de se former, que l'on commence à peindre dans un tout autre ton qu'il y a quelques années. Ce que j'ai fait en dernier lieu est une étude d'une allée de peupliers, avec les feuilles d'automne jaunes où le soleil fait de ceci, de là, parmi les feuilles tombées sur le sol, des taches éblouissantes, alternant avec les ombres portées des troncs d'arbres. Au bout du chemin, il y a une petite maison de paysans et le ciel bleu par là-dessus entre les feuilles.
Je crois que dans un an, en passant cette année encore à peindre beaucoup et sans interruption, j'aurai encore beaucoup changé ma manière et ma couleur, que je l'aurai rendu encore un peu plus sombre, plus clair. Lettre 383. Tu es tout à fait dans le vrai quand tu dis que j'arriverai mieux à une réalisation si je fais de bons tableaux plutôt que de discuter de questions révolutionnaires. Je trouve même cela tellement vrai que pendant que tu écrivais ceci, j'ai justement fait une nouvelle démarche, ayant directement pour but de me faire des progrès, en demandant justement de pouvoir encore peindre quelques études à l'atelier de mauve. Tu continues la phrase ci-dessus de ta lettre en me demandant si je puis peut-être te procurer de nouveaux éléments au sujet des réformes à apporter dans le commerce d'art. Veux-tu que je t'en conseille une dans ton intérêt et dans le mien propre? Laisse-la les généralistes, appuie ma démarche auprès de Mauve et de Tersteg. Que tu m'aides à remonter le courant et en gagnant de l'argent, non seulement en envoyant de l'argent, mais aussi par ton influence, est une plus étroite collaboration et une amitié d'un meilleur aloi. J'ai en moi assez de force pour pouvoir réaliser quelque chose et aussi gagner de l'argent. Et alors, comme tu le dis toi-même, si je fais des progrès dans ma peinture et si j'arrive à avoir une bonne position indépendante, je vaudrai plus que maintenant. Alors, c'est-à-dire donc plus tard, quand cela ira un peu mieux pour moi, j'essaierai bien volontiers de te donner des nouveaux éléments pour cette question de réforme du commerce. J'ai bien là-dessus en effet mes idées qui résultent de mon expérience propre sur ce qui empêche les peintres de faire des progrès et je connais quelle sorte de choses rendent la vie des peintres parfois insupportable. Lettre 384. Je ne puis me soucier de ce que les gens pensent de moi, il faut que j'aille de l'avant. C'est à cela que je dois penser. Lettre 388. Il fait triste dehors, les champs sont une véritable manière de blocs de pierre noire avec un peu de neige, et souvent des journées où ce n'est qu'une brume et que le soir, le soleil rouge, le matin, des corbeaux, de l'herbe desséchée, de la verdure flétrie qui pourrit, des bosquets noirs et des branches des peupliers, et des sols hérissés sur un ciel triste, comme un amas de fils barbelés. Ceci, je ne le vois qu'en passant, et c'est tout à fait en harmonie avec les intérieurs très sombres par ces obscures journées d'hiver. C'est aussi en harmonie avec la physionomie des paysans et des tisserands. Je n'entends pas se plaindre ces derniers, mais ils ont la vie rude. Mettons qu'un tisserand qui travaille dur fasse une pièce de 60 honnes en une semaine. Pendant qu'il tisse, il faut qu'une femme bobine pour lui, c'est-à-dire qu'elle enroule le fil sur les fuseaux. Ils sont donc deux à travailler et à devoir vivre de ce travail. Sur cette pièce, le tisserand, cette semaine, gagne net, par exemple, 4 florins et demi. Et quand il apporte au fabricant, il s'entend souvent dire à présent qu'il ne recevra seulement une nouvelle pièce à tisser que dans 8 ou 15 jours. Donc, non seulement le salaire est bas, mais le travail plutôt rare. Ainsi, ces gens sont-ils souvent nerveux et inquiets. C'est un autre état d'esprit que celui que j'ai connu chez les charbonniers, mineurs, une année où il y a eu des grèves et beaucoup d'accidents. Lettre 392. Je trouve que quand on a essayé attentivement de découvrir les maîtres, on les retrouve tous à certains moments au fond de la réalité. Je veux dire qu'on voit aussi dans la réalité ce qu'on appelle leur création à mesure que l'œil, le sentiment deviennent semblables aux leurs. Et je crois aussi que si les critiques ou les connaisseurs étaient plus familiarisés avec la nature, leur faculté de juger serait meilleure que maintenant, qui n'ont que la routine de vivre parmi les tableaux et de faire des comparaisons entre ceux-ci. Ce qui est en soi est excellent, mais on manque de base solide si l'on se met à oublier que la nature existe et si on ne l'approfondit pas. Si plus tard je fais quelque chose de plus beau, je ne travaillerai en tout cas pas autrement que maintenant. Je veux dire que ce sera la même pomme, mais qu'elle sera plus mûre. Je ne varierai même pas sur ce que j'ai pensé dès le début. Et c'est la raison pour laquelle je dis à mon sujet, si je ne vaux rien maintenant, je ne vaudrai pas davantage plus tard, mais si je vaux quelque chose plus tard, c'est que je vaux aussi quelque chose maintenant. Car le blé est le blé, même si les citadins le prennent au début pour de l'herbe, et de même inversement. En tout cas, si les gens trouvent bon ou pas bon ce que je fais, et comment je le fais, pour ma part, je ne vois pas d'autre parti que de lutter avec la nature aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'elle me confie son secret. Je suis toujours en train de travailler à diverses études de tête et de main. Lettre 380. Je suis toujours à la recherche du bleu,
Les figures de paysans ici en règle générale sont bleues. Dans le blé mûr, où se détachant sur les feuilles sèches d'une haie de hêtre, de sorte que les nuances dégradées de bleu sombre et de bleu clair reprennent de la vie et se mettent à parler en s'opposant au ton doré ou au brun rouge. Cela c'est très beau et dès le début j'ai été impressionné. Les gens d'ici portent aussi instinctivement des vêtements du plus beau bleu que j'ai jamais vu. C'est du drap rude qu'ils tissent eux-mêmes. Le fil de chêne est noir, la trame bleue, et cela donne des dispositions lignées de noir et de bleu. Quand ces étoffes passent de ton et sont décolorées par le temps et la pluie, elles prennent un ton fin, extrêmement doux, bien fait pour relever les couleurs de la chair. Un ton tout juste assez bleu pour réagir sur toutes les couleurs dans lesquelles il y a des éléments cachés d'orange, et assez décoloré pour ne pas faire hurler. Mais ceci est une question de couleur, et la question de forme m'importe encore plus au point où je me trouve actuellement. Pour exprimer la forme, il me semble que l'on y arrive le mieux avec un coloris presque monochrome, dont les tons diffèrent principalement en intensité et en valeur. Par exemple, la source de Jules Breton est peinte presque en une seule couleur. Mais il importe d'étudier chaque couleur en elle-même, en fonction de ses oppositions, avant qu'on puisse être tout à fait certain de rester harmonieux. Lettre 394. On croit que j'imagine, ce n'est pas vrai, je me souviens, disait quelqu'un qui savait composer magistralement. En ce qui me concerne, je ne puis montrer encore quelques tableaux, à la rigueur encore quelques autres dessins, encore aucun dessin. Mais ce que je fais bien, ce sont des études, et c'est bien pourquoi je puis très bien imaginer qu'il me restera un jour aussi possible de composer très rapidement. Et d'ailleurs, il est difficile de dire où finit l'étude et où commence le tableau. Lettre 396. Il y a des gens qui protègent des peintres à une époque où ils ne le méritent pas encore. Bien, mais que de fois n'arrive-t-il pas que cela finit mal, chose désagréable pour les deux personnes en cause. D'une part parce que le protecteur est désappointé d'avoir dépensé de l'argent qui est, ou du moins semble s'être évanoui en fumée. D'autre part parce que le peintre doit pouvoir exiger plus de confiance, plus de patience et de marque d'intérêt qu'on ne veut lui en donner. Mais dans la plupart des cas, c'est à cause de la nonchalance qu'il y a des deux côtés que les malentendus surgissent. Je veux croire que ce ne sera pas le cas entre nous. Et je veux croire que petit à petit mes études te mettent toujours un peu plus de courage au cœur. Ni toi ni moi ne sommes contemporains de cette génération que Gibou, dans le livre que j'ai reçu de toi, nomme les vaillants.